La vie te frappe plus fort lorsque tu ne vois pas clairement. C'est pourquoi, avant de devenir fort, tu as besoin de t'arrêter et de comprendre où tu te tiens. Cette vidéo commence ainsi, avec l'idée que la véritable force ne naît pas lorsque tu fais du bruit, mais lorsque tu oses regarder à l'intérieur sans fuir. Si tu veux construire un esprit solide, tu devras te retirer du chaos, arrêter de réagir impulsivement et commencer à observer ta vie avec la même froideur qu'un stratège étudie une carte. Ici, nous ne parlons pas de motivation vide, nous parlons de silence, de solitude, de limites, de pouvoir intérieur. Nous parlons d'arrêter de mendier la clarté à l'extérieur et de commencer à la fabriquer à l'intérieur de toi. Cette vidéo va te conduire à des endroits inconfortables, ton ombre, tes blessures, tes schémas, ton besoin d'approbation. Mais elle va aussi te montrer le chemin pour devenir quelqu'un qui ne se brise plus, qui ne supplie plus, qui ne réagit plus, qui ne se perd plus dans le bruit émotionnel des autres. Si tu es prêt pour cela, reste. 1. Retire-toi pour voir clair. Imagine-toi entrant dans une pièce où les lumières sont allumées, mais toutes dirigées vers ton visage. Tu ne vois rien devant toi, seulement des éclats gênants qui te forcent à plisser les yeux. Si tu veux distinguer ce qui t'entoure, tu n'as pas besoin de plus de lumière, tu as besoin de faire un pas en arrière. Tu as besoin d'éteindre le bruit visuel qui t'aveugle, d'ajuster la distance, de changer ta position. La clarté n'arrive pas avec force, elle arrive avec distance. C'est cela se retirer, ne pas fuir, ne pas se rendre, mais reculer suffisamment pour voir ce que tu ne pouvais pas reconnaître auparavant. La plupart des gens ont peur de l'idée de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose, qu'ils vont rester en arrière, que les autres vont avancer pendant qu'ils s'arrêtent. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que continuer à avancer sans clarté est pire que de s'arrêter. Tu avances, oui, mais vers quoi? Vers une erreur répétée, vers une relation qui ne t'apporte plus rien, vers une conversation où tu dis ce que tu ne penses pas, vers des décisions prises à partir de l'impulsion et non de la conscience. Se retirer est l'acte le plus stratégique qu'une personne qui a décidé d'arrêter de vivre à l'aveuglette peut faire. Quand tu te retires, les bruits commencent à se séparer. Ce qui semblait auparavant un seul chaos devient des signaux différenciés. Tu reconnais quelle émotion vient de toi et laquelle vient des autres. Tu distingues ton intuition de la peur. Tu perçois ce qui te dérange vraiment et ce qui n'a fait qu'effleurer ton ego. Et c'est ici que la partie la plus difficile commence. Accepter ce que tu vois. Parce que se retirer te montre des vérités inconfortables sur les personnes, les situations et aussi sur toi-même. Et ça fait mal. Mais cette douleur est nécessaire, c'est le prix de la clarté. Carl Jung disait que la personne qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celle qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Se retirer est précisément ce pas vers l'intérieur. C'est ce silence où tu découvres quelle partie de toi est en action, quelle partie de ton ombre te pousse, quelles blessures te font réagir comme tu réagis. Quand tu ne te retires pas, tu agis de manière automatique. Quand tu te retires, tu choisis consciemment. Et c'est là que commence la véritable transformation. De plus, se retirer te rend quelque chose que tu as perdu sans t'en rendre compte. Le contrôle sur ton énergie. Quand tu es impliqué dans des discussions, des attentes d'autrui, des impulsions émotionnelles et du bruit externe, ton énergie se disperse, s'échappe, se dilue. Mais quand tu te retires, elle revient. Tu commences à sentir que ton esprit s'organise, que ton corps se repose, que ta respiration revient à son rythme naturel. Tu retrouves ton centre, et une personne qui retrouve son centre devient plus difficile à manipuler, plus difficile à confondre, plus difficile à abattre. La clarté que tu obtiens en te retirant n'est pas une clarté émotionnelle et fragile. C'est une clarté qui se ressent comme un sol solide sur lequel tu peux enfin te tenir debout et décider avec maturité. Tu commences à remarquer des schémas. Tu te rends compte de qui parle à partir de ses blessures et de qui parle à partir de sa conscience. Tu comprends quelles batailles valent ton énergie et lesquelles cherchent seulement à t'épuiser. Tu découvres que souvent, ce n'était pas que tu ne savais pas quoi faire,
mais que tu étais trop près du feu pour penser calmement. Te retirer ne te rend pas froid, il te rend conscient, il ne te rend pas distant, il te rend précis. Il ne te transforme pas en quelqu'un qui se cache, il te transforme en quelqu'un qui observe avant d'agir. Et ce sont ces personnes qui cessent de réagir impulsivement et commencent à se déplacer avec intention. Des personnes qui ne vivent plus dans la confusion, mais éveillées. Des personnes qui ne font plus de pas par inertie, mais par clarté. 2. Contrôle ta réaction. Peu de choses révèlent plus sur une personne que les 3 premières secondes après un choc émotionnel. C'est comme une photographie instantanée de l'âme. Imagine que quelqu'un te lance une étincelle allumée. Si tu réagis immédiatement, l'étincelle se transforme en feu. Mais si tu tiens le moment, si tu l'arrêtes dans l'air, tu peux l'observer assez longtemps pour décider quoi en faire. Contrôler ta réaction, c'est exactement cela. Maîtriser l'intervalle entre le stimulus et ta réponse. Transformer cet instant en ton territoire et non en celui du monde. La plupart des gens réagissent par instinct, pas par conscience. Ils répondent pour défendre leur ego, pour gagner une dispute, pour prouver un point, pour ne pas se sentir inférieur. Mais ces réactions impulsives ne te rendent pas fort, elles te rendent prévisible. Et une personne prévisible est facile à manipuler. Si quelqu'un sait ce qui te fait réagir, il sait comment te contrôler. Si quelqu'un sait quels mots te brisent, il sait comment te dominer. C'est pourquoi contrôler ta réaction n'est pas un acte de passivité, c'est un acte de pouvoir. Quand tu contrôles ta réaction, la conversation change, l'énergie change, la dynamique change. Tu n'es plus la personne qui répond sans réfléchir, tu es la personne qui choisit. Et choisir est un privilège que seuls ceux qui se connaissent ont. Cela ne signifie pas refouler tes émotions, cela signifie les comprendre avant de les exprimer. Un stoïcien ne réprime pas, il interprète. Un conscient ne s'éteint pas, il observe. Un leader n'explose pas, il décide quand parler et quand se taire. Contrôler ta réaction implique de comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Beaucoup de gens parlent de leur douleur, pas de leur intention. Et si tu le prends personnellement, tu perds. Contrôler ta réaction signifie aussi être capable de mettre en pause l'impulsion de te défendre. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de te défendre, mais de protéger ton énergie. La plupart des gens répondent par habitude. Tu dois répondre par stratégie. La différence est abyssale. Dans ces secondes de pause, ton véritable entraînement interne se révèle. C'est là que tu changes les modèles, que tu brises les cycles et que tu décides de ne pas répéter la même histoire émotionnelle encore une fois. L'impulsion veut crier, la conscience veut comprendre. L'impulsion veut attaquer, la conscience veut interpréter. L'impulsion veut montrer du pouvoir. La conscience sait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de démonstration. Contrôler ta réaction n'est pas une reddition. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder l'attaque, le commentaire, la provocation, la critique ou la déception et te dire à toi-même « je ne vais pas donner mon énergie ». C'est savoir que chaque réaction est un investissement et que tout ne mérite pas cette dépense. C'est te rendre compte que celui qui ne contrôle pas sa réaction finit par justifier ses erreurs, mais celui qui maîtrise sa réaction commence à construire de la cohérence. Et il y a quelque chose de plus profond. Quand tu contrôles ta réaction, tu découvres qui tu es sous l'impulsion. Tu te vois sans couche, sans filtre, sans masque. Tu découvres ce qui te fait mal, ce qui te dérange, ce qui t'active et ce qui te calme. Contrôler ta réaction te rend un étudiant constant de toi-même et c'est l'essence de la croissance. Pense à cela. Chaque fois que tu réagis sans penser, tu cèdes le contrôle. Chaque fois que tu réponds avec clarté, tu récupères du pouvoir. Tu n'as pas à gagner des disputes, tu as à gagner du contrôle interne. Et plus tu as de contrôle sur toi, moins le monde a de contrôle sur ta paix. Contrôler ta réaction te rend solide, quelqu'un qui ne tombe pas au premier coup, quelqu'un qui peut tenir le silence sans se briser. C'est la force qui distingue ceux qui vivent de l'impulsion de ceux qui vivent du but. 3. Fais de la solitude ta force. La vie est mieux comprise lorsque tu observes comment les gens agissent quand le bruit cesse.
Beaucoup dépendent tellement du bruit externe que quand tout devient silencieux, ils se sentent nus. C'est comme être dans une pièce où toutes les voix, toutes les notifications et toutes les attentes s'éteignent. Et soudain, tu entends quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ignorais. Ton propre esprit. La solitude est cet endroit où tu peux finalement t'écouter sans interférence, sans masque, sans distraction, sans filtre. Et bien que cela soit inconfortable au début, c'est aussi le seul espace où tu peux construire une véritable force. La plupart craignent la solitude parce qu'ils sont obligés de faire face à ce qu'ils évitent lorsqu'ils sont accompagnés. Peur, souvenirs, décisions reportées, blessures encore ouvertes. Tout ce que tu as, tu es là, sans permission. Mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. La solitude révèle des choses que la compagnie cache. Elle te montre qui tu es quand personne ne te regarde, et cette version de toi est la plus honnête qui existe. Si tu apprends à vivre avec elle, tu deviens quelqu'un de dangereux dans le bon sens, quelqu'un qui n'a pas besoin du monde pour se sentir complet. En solitude, tu découvres tes limites réelles, ta capacité interne, ton histoire émotionnelle et aussi ton pouvoir personnel. La solitude ne te brise pas, elle te polit. Elle ne t'éteint pas, elle t'ordonne. Elle ne te vide pas, elle t'éclaire. La raison pour laquelle beaucoup n'arrivent jamais à avoir de la clarté est parce qu'ils sont toujours entourés de bruit, de distractions, de personnes qui projettent leurs insécurités, d'environnements qui ne les laissent pas penser profondément. Lorsque tu choisis la solitude, tu choisis de te diriger vers la racine de ta vie, vers les parties qui définissent ton caractère et ton destin. Carl Jung expliquait que personne ne se trouve lui-même entouré de foule, que le voyage intérieur est un chemin qui se parcourt en silence. Dans ce silence, tu découvres l'ombre, mais tu découvres aussi la partie de toi qui veut grandir, la partie qui veut de l'ordre, de la discipline et de la cohérence. La solitude t'oblige à reconnaître ce qui te retient et ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer. Et bien que cela fasse mal, cette vérité est plus libératrice que n'importe quelle compagnie qui ne fait que te distraire de toi-même. La puissance de la solitude est qu'elle te rend autonome. Une fois que tu as appris à être bien avec toi-même, personne d'autre ne peut t'offrir quelque chose que tu ne peux pas te donner toi-même. Tu ne cherches plus la validation, tu n'as plus besoin de trop expliquer, tu ne te brises plus quand quelqu'un part, parce que tu ne te quittes plus toi-même. Lorsque tu fais de la solitude ta force, tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec toi, et être avec toi est suffisant pour commencer n'importe quelle transformation. De plus, la solitude te prépare à mieux choisir les personnes. Lorsque tu vas bien avec toi-même, tu n'acceptes plus n'importe quelle présence, juste pour combler un vide. Maintenant tu évalues, tu filtres, tu observes. Tu comprends qui ajoute et qui draine, qui construit et qui détruit. La solitude t'enseigne que la compagnie ne doit pas guérir les blessures, elle doit accompagner les cicatrices déjà guéries. Fais de la solitude un territoire sacré, un espace où tu te retires pour réfléchir, pour recalibrer, pour prendre des décisions avec intelligence. La solitude bien utilisée te renforce tellement que lorsque tu reviens au monde, le monde ne pourra plus te sortir de ton centre. Tu deviens une personne ferme, stratégique, difficile à manipuler. Une personne qui n'a pas peur d'être seule n'a pas non plus peur de perdre quelqu'un. Et cette liberté émotionnelle est un type de pouvoir que peu osent cultiver. 4. Apprécie ta présence. La vie ressemble à une table où chaque personne apporte quelque chose. Présence, énergie, attention, temps, intention. Mais tout le monde n'apporte pas la même chose, ni avec le même poids. Il y a des personnes qui mettent tant de valeur sur la table qu'elles changent l'atmosphère dès qu'elles arrivent. Et il y en a d'autres qui, même si elles sont là, ne font pas de différence. La question est simple mais inconfortable. Qu'est-ce que ta présence représente ? Quelque chose de rare et précieux ou quelque chose de disponible et facile à ignorer ?
Apprécier ta présence signifie comprendre que ton temps et ton énergie ne sont pas des pièces à donner, mais des ressources qui définissent ta vie entière. Beaucoup perdent de la valeur parce qu'ils sont disponibles pour tout le monde. Ils répondent immédiatement, expliquent trop, justifient chaque mouvement, donnent leur présence sans discernement, restent dans des endroits où ils ne devraient plus être. Lorsque ta présence est bon marché, les gens la traitent comme telle. Mais lorsque tu apprends à apprécier ta présence, le monde commence à se comporter différemment avec toi. Tu n'es plus quelqu'un que n'importe qui peut consommer émotionnellement. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui se réserve, qui décide où et quand apparaître. Apprécier ta présence commence par reconnaître ton propre poids. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de vanité, il s'agit de comprendre que tout ce que tu fais, dis, acceptes ou permets crée une empreinte émotionnelle dans ton environnement. Ta présence modifie les dynamiques, influence les décisions, change les intentions. Mais si tu ne le vois pas, personne ne le verra. La présence est comme la lumière. Si tu l'utilises sans conscience, elle est gaspillée. Si tu la diriges avec intention, elle transforme. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient te contrôle, et cela s'applique aussi à ta présence. Si tu ne t'arrêtes jamais pour penser à l'impact que tu as, tu vis dans l'inconscience, donnant ton énergie à des situations, des personnes et des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu commences à t'observer, tu découvres quelque chose de puissant. Toutes les conversations n'ont pas besoin de ta voix, toutes les discussions n'ont pas besoin de ta défense. Toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ton temps. Apprécier ta présence, c'est apprendre à choisir. Ta présence est plus que ton corps. C'est ton attention, ton calme, ton regard, ton silence, ton intensité, ta clarté. Lorsque tu es présent avec conscience, tout ce que tu dis a plus de force. Tout ce que tu tais a plus de sens. Tout ce que tu fais a plus d'impact. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois apprendre à te retirer à temps, à ne pas trop t'exposer, à ne pas toujours vouloir plaire, à arrêter de prouver ta valeur pour simplement l'incarner. Il y a quelque chose que peu de gens admettent. La valeur de ta présence dépend aussi de ce que tu permets. Si tu acceptes les mauvais traitements, ta présence perd du poids. Si tu tolères le manque de respect, ta présence se dilue. Si tu expliques trop, ta présence devient légère. Mais si tu restes ferme, ta présence devient percutante. Lorsqu'une personne sait qu'elle peut perdre l'accès à toi si elle franchit certaines limites, ta présence devient importante par elle-même. Apprécier ta présence, ce n'est pas devenir inaccessible sans raison, c'est devenir conscient de ce que tu es et de ce que tu apportes. Lorsque tu le comprends, tu commences à entrer dans les lieux avec intention, non par nécessité. Tu commences à parler seulement quand cela en vaut la peine, non pour remplir des espaces. Tu commences à écouter avec un esprit clair, non avec de l'anxiété. Tu commences à te retirer lorsque tu remarques que ton énergie ne se déplace plus en cohérence avec l'environnement. Et une chose de plus, lorsque tu apprécies ta présence, tu attires ceux qui apprécient également la leur. Des personnes conscientes, équilibrées, profondes, capables de voir ce que tu apportes sans que tu aies à le crier. Ta présence devient un filtre naturel. Celui qui ne sait pas l'apprécier s'éloigne. 5. Dirige avec le silence. Le vrai pouvoir est comme un courant souterrain. Il ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas, ne se vante pas. Mais il déplace des montagnes depuis le bas. C'est ainsi que fonctionne le leadership silencieux. Invisible pour ceux qui cherchent du spectacle, évident pour ceux qui savent t'observer. Diriger depuis le silence ne signifie pas se taire, mais diriger depuis la cohérence, depuis la présence, depuis la discipline interne. C'est te gouverner d'abord pour que tes décisions, ton énergie et ta façon d'être dans le monde inspirent plus que n'importe quel discours. Beaucoup de gens confondent le leadership avec le fait d'être vu, entendu ou applaudi. Comme si la validation externe était une garantie d'autorité. La vérité est autre. Les leaders les plus forts ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui vivent ce qu'ils disent. Lorsque tu diriges depuis le silence, tu le fais depuis la constance, depuis le caractère, depuis l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin de t'imposer car ta présence communique déjà plus que tes mots. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut atteindre.
Le leadership silencieux naît lorsque tu cesses de chercher à convaincre et que tu commences à construire par l'exemple. N'importe qui peut parler, maintenir une vie cohérente et pour quelques-uns. Lorsque tu diriges avec le silence, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne réagit pas au chaos, mais qui l'ordonne de l'intérieur. Ton calme devient une référence, ton attitude un guide, ton autocontrôle une invitation pour que les autres s'organisent émotionnellement autour de toi. Carl Jung expliquait que l'inconscient détecte la cohérence avant même l'esprit rationnel. C'est pourquoi, lorsqu'un leader silencieux entre dans une pièce, l'énergie change sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Sa clarté se fait sentir, sa fermeté stabilise, sa sérénité affecte tout l'environnement. Non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il incarne un ordre interne que les autres perçoivent. Et il est impossible de ne pas suivre quelqu'un qui est en contrôle de lui-même. Diriger avec le silence implique quelque chose de plus profond. Renoncer au besoin de démontrer le pouvoir. Celui qui a besoin de le démontrer ne l'a pas. Celui qui l'a le reflète sans parler. Lorsque tu diriges depuis ton centre, tu ne te bats pas. Tu ne cherches pas à être le plus fort. Tu n'humilies pas. Tu ne te vantes pas. Tu avances simplement avec direction. Les gens suivent naturellement celui qui sait où il va, pas celui qui crie le plus. De plus, le leadership silencieux te protège. Lorsque tu ne révèles pas tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu prévois, tu évites que les autres utilisent tes informations contre toi. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est de la stratégie. Tout le monde ne doit pas connaître tes pas, tes blessures ou tes intentions. Les leaders silencieux comprennent que beaucoup de batailles sont gagnées sans que personne ne voie le processus. Ils n'observent que le résultat final. Et il ne s'agit pas de disparaître ou de devenir distant. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et quoi parler. Il s'agit de parler moins et de faire plus. Il s'agit que tes décisions parlent pour toi, que ta vie soit un message, que ta conduite soit ton enseignement. La parole perd de sa force lorsqu'elle n'est pas soutenue par des actions, mais lorsque l'action et le silence sont alignés. Ton pouvoir devient incontestable. Diriger avec le silence signifie aussi supporter l'incompréhension. Celui qui dirige sans s'expliquer à chaque étape est souvent critiqué par ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir en sécurité. Mais ta mission n'est pas de plaire, c'est d'avancer. Ce n'est pas de donner des explications, c'est de maintenir la direction. La clarté est pour toi, pas pour tout le monde. Et tant que tu l'as, le bruit externe perd de son poids. Être un leader silencieux te rend difficile à manipuler. Tu ne réagis pas par impulsion, tu ne révèles pas tes faiblesses, tu ne dépends pas de la reconnaissance. Tu agis depuis la stratégie, depuis la maturité, depuis la conscience. 6. Regarde ton ombre. Chaque personne marche avec une lumière qui montre ce qu'elle veut t'enseigner et avec une ombre qui révèle ce qu'elle essaie de cacher. C'est comme marcher avec le soleil derrière toi. Tu avances en ne voyant que ce qui est devant tes yeux, mais l'ombre te suit, t'accompagne, te trahit. L'ignorer ne la fait pas disparaître, cela la rend seulement plus grande. Regarder ton ombre signifie oser voir ces parties de toi qui te dérangent, celles qui te mettent dans des problèmes, celles qui affectent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens craignent leur ombre parce qu'ils la confondent avec quelque chose de mauvais. Ils pensent que regarder leurs insécurités, leur jalousie, leur orgueil, leur besoin d'approbation ou leur peur est un signe de faiblesse. Le contraire est vrai. En psychologie profonde, Carl Jung enseignait que l'ombre est la clé pour comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi tu tombes dans les mêmes schémas, pourquoi tu répètes des relations qui te blessent ou des situations qui t'épuisent. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est ta carte. Regarder ton ombre exige une honnêteté brutale envers toi-même. Cela nécessite que tu acceptes que certains comportements proviennent de blessures non résolues, d'attentes nuisibles, de trahisons qui font encore mal, d'histoires que tu n'as jamais traitées. Cela nécessite de reconnaître que parfois le problème n'est pas le monde, mais ce que le monde active en toi.
L'ombre te montre que tu n'es pas une victime, tu es un participant. Et à partir de là, tu peux changer. L'ombre te révèle aussi tes forces cachées. Beaucoup de tes capacités naissent dans les endroits où tu as souffert. Ta discipline, par exemple, peut venir de moments où tu as perdu le contrôle. Ta force, des jours où personne ne t'a soutenu. Ton intuition, des fois où tu as ignoré des signes. Tout dans l'ombre n'est pas obscurité, c'est aussi un fichier. C'est de l'information émotionnelle accumulée. C'est une connaissance qui attend d'être utilisée avec conscience. La regarder ne signifie pas te juger. Cela signifie te comprendre. Cela signifie te demander pourquoi le succès de quelqu'un te dérange tant, pourquoi le silence d'une autre personne te désespère, pourquoi certains commentaires t'agitent, pourquoi tu as besoin de prouver tant, pourquoi il est difficile pour toi de fixer des limites. Chaque réponse est une pièce de ton ombre, et lorsque tu l'intègres, lorsque tu la reconnais comme une partie de toi, elle cesse de te contrôler depuis l'arrière. Celui qui regarde son ombre devient une personne dangereuse, parce qu'une personne consciente de ses faiblesses cesse de tomber dans des pièges. Une personne qui comprend ses blessures ne se laisse plus manipuler par les mêmes dynamiques de toujours. Une personne qui accepte son obscurité éclaire sa vie avec plus de précision. L'ombre ne s'élimine pas, elle s'intègre, et en l'intégrant, tu deviens une personne complète. Regarder ton ombre est un acte de courage. Tout le monde ne le fera pas, car il faut du courage pour accepter ce qui fait mal, pour lâcher ce qui te rendait confortable et pour te reconstruire avec clarté. Mais celui qui le fait se transforme en quelqu'un de solide, de profond et difficile à briser. Parce que l'ombre, lorsqu'elle est regardée en face, cesse d'être une menace et devient un outil. 7. Élève tes standards. La vie ressemble à une porte automatique. Elle ne s'ouvre que lorsqu'elle détecte quelque chose qui s'approche avec suffisamment d'intention. Si tu t'approches sans conviction, elle reste fermée. Si tu t'approches avec hésitation, elle ne te reconnaît même pas. Tes standards fonctionnent de la même manière. Ils se ferment pour ce qui n'est pas à ton niveau et ne s'ouvrent que pour ce qui est vraiment aligné avec toi. Élever tes standards n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de protection. C'est décider que ton énergie, ton temps et ta paix ne seront pas à la portée de n'importe qui. Beaucoup vivent avec des standards si bas qu'ils acceptent des miettes émotionnelles, des amitiés qui n'apportent rien, des relations sans profondeur et des opportunités qui ne les défient pas. Ils pensent que se contenter est une forme d'humilité, mais ce n'est pas le cas. Se contenter, c'est renoncer à ce que tu es capable de construire. Élever tes standards signifie comprendre que ce que tu permets reflète ce que tu crois mériter. Si tu permets peu, tu recevras peu. Si tu permets le respect, tu recevras le respect. Si tu permets la croissance, tu attireras la croissance. Carl Jung expliquait que tout ce que tu tolères, sans questionner, finit par façonner ton destin. Si tu tolères le désordre, ta vie devient chaotique. Si tu tolères le désintérêt, tes relations deviennent vides. Si tu tolères les traitements injustes, ton énergie devient lourde. Élever tes standards signifie filtrer ce qui t'entoure avec une conscience plus fine. Tout n'est pas digne de ta présence. Tout ne mérite pas ton engagement. Tout ne doit pas franchir ta frontière émotionnelle. Quand tu élèves tes standards, tu perds des personnes, mais tu trouves une direction. Ceux qui peuvent maintenir le rythme restent. Ceux qui ne veulent pas grandir partent. Tu ne dois pas craindre ce processus, car c'est un nettoyage naturel. Les bonnes connexions ne ressentent pas tes standards comme un fardeau, mais comme une invitation. Car ceux qui grandissent aussi reconnaissent la valeur de quelqu'un qui ne se contente pas du minimum. Élever tes standards implique également d'élever ta propre conduite. Tu ne peux pas demander du respect si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas demander de la clarté si tu continues à nourrir le chaos. Tu ne peux pas demander de la loyauté si tu continues à douter de tes propres décisions. Des standards élevés exigent des habitudes élevées. Ils exigent de la discipline, de la cohérence et une vigilance constante sur ton propre comportement. Quand tu élèves tes standards, ta vie cesse d'être gouvernée par le besoin et commence à être guidée par le choix.
Tu n'acceptes plus n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Tu ne restes plus là où tu ne grandis pas. Tu ne négocies plus ta valeur pour t'intégrer. Tu commences à bouger à partir d'une force intérieure qui se ressent dans ta posture, dans ton silence, dans ton regard. Élever tes standards te transforme en quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix, quelqu'un qui ne se modifie pas pour plaire, quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il mérite. 8. Influence avec ton absence. Certaines personnes ne comprennent pas la valeur de ta présence jusqu'à ce que le silence que tu laisses commence à peser plus que tes mots. C'est comme éteindre le moteur d'une machine qui fait du bruit depuis des années. Au début, tout semble normal, mais ensuite on ressent un vide étrange, un manque de vibration, une absence qui révèle combien tu soutenais sans t'en rendre compte. Influencer avec ton absence signifie comprendre que, parfois, se retirer n'est pas perdre du pouvoir, mais le récupérer. La plupart des gens pensent que pour influencer, il faut être présent tout le temps, intervenir dans chaque conversation, démontrer sa valeur dans chaque espace. Mais une présence constante peut te rendre invisible. Quand tu es toujours là pour tout le monde, tu cesses d'être spécial. Quand tu dis toujours oui, ton oui perd de sa force. Quand tu es toujours disponible, ton essence perd de son poids. L'absence stratégique redonne cette force, ce magnétisme, cet impact qui n'apparaît que lorsque tu laisses de l'espace pour que les autres ressentent ce que tu es sans t'avoir en face. Influencer avec ton absence implique de retirer ton énergie quand elle n'est plus valorisée. Ce n'est pas une punition, c'est de la clarté. C'est te rendre compte que l'insistance épuise, que l'explication fatigue, que la justification t'affaiblit. Au contraire, t'éloigner te ramène à toi. Il te donne de la perspective, il te donne le contrôle, il te montre qui t'apprécie vraiment et qui n'appréciait que ta disponibilité. Carl Jung disait que ce que nous retirons de la conscience revient transformé. L'absence agit de la même manière, elle transforme les relations, clarifie les intentions, révèle les vérités. Quand tu t'absentes, les autres commencent à remarquer des détails qui passaient inaperçus. Ton calme, ton soutien, ton intelligence émotionnelle, ton énergie, ta présence. Des choses qui semblaient normales auparavant sont maintenant essentielles. C'est ça l'influence. Tu n'as pas à demander le respect, tu n'as pas à exiger la reconnaissance. Ton absence parle pour toi. Influencer avec ton absence ne signifie pas disparaître sans raison ni manipuler les émotions. Cela signifie avoir la maturité de s'éloigner lorsque l'environnement cesse d'être cohérent avec ta croissance. Cela signifie ne pas se battre là où il n'y a pas de réciprocité. Cela signifie ne pas t'épuiser là où on ne t'écoute plus. Cela signifie partir avant de te perdre. Et cette décision, bien que beaucoup ne la comprennent pas, crée un message silencieux qui a plus d'impact que n'importe quelle confrontation. Le plus puissant de l'influence avec ton absence est qu'elle te reconnecte avec toi-même. Tu commences à valoriser ton énergie, ton temps, ta tranquillité. Tu commences à sentir que tu reviens à ton propre axe. Tu commences à remarquer comment l'esprit se clarifie quand tu t'éloignes des personnes qui te confondaient. Tu commences à voir comment ton estime de toi grandit quand tu arrêtes d'investir dans ce qui ne répond pas. Et quand tu reviens, si tu décides de revenir, tu le fais à partir d'un lieu de pouvoir, pas de manque. L'absence stratégique te rend inoubliable, non pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que ton silence ordonne, ton absence organise, ta distance nettoie. Ta décision de t'éloigner oblige les autres à se regarder et à se demander ce qui a changé, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont cessé de valoriser. L'influence dans sa forme la plus pure. 9. Dominez-vous d'abord. Le vrai pouvoir ressemble à tenir une bête sauvage à main nue. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le destin. C'est votre esprit, votre élan, votre peur, votre colère, votre besoin d'avoir raison. La bête, c'est vous, et si vous ne la dominez pas, elle dirige votre vie par instinct, pas par conscience.
Se dominer d'abord signifie devenir le maître de cette force intérieure, pas son prisonnier. Beaucoup de gens veulent contrôler la vie, contrôler les autres, contrôler les résultats, contrôler les émotions des autres. Ils essaient de gouverner l'extérieur sans s'être gouvernés eux-mêmes. Et c'est la racine du chaos. Si vous ne vous contrôlez pas, n'importe quel mot vous déstabilise, n'importe quel rejet vous brise, n'importe quelle perte vous enfonce, n'importe quelle frustration vous fait exploser. Vous vivez en réagissant, pas en choisissant. Vous vivez en survivant, pas en créant. Le premier signe de maîtrise intérieure est votre réponse émotionnelle. Non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que ce que vous ressentez ne vous entraîne plus. Vous êtes capable de respirer avant de réagir, capable d'identifier si votre douleur vient du présent ou d'une vieille blessure, capable de reconnaître quand vous êtes sur le point de dire quelque chose qui ne représente pas votre niveau. Ce self-control ne vous enlève pas votre humanité, il vous donne du caractère. Se dominer implique aussi d'être capable de discipliner votre esprit quand il veut prendre la voie facile. L'esprit cherchera toujours le confort, la validation immédiate, la gratification rapide. Il veut éviter le silence, la solitude et la responsabilité. Mais la maîtrise intérieure exige de faire ce que vous devez, pas ce que vous voulez sur le moment. Chaque fois que vous choisissez la discipline sur l'impulsion, vous renforcez le muscle du self-control. Une autre partie clé de se dominer est d'arrêter de lutter contre tout. Beaucoup de batailles n'existent qu'en vous. Vous vous disputez avec vous-même, vous vous expliquez plus que nécessaire, vous vous punissez pour des erreurs, vous vous comparez à tout le monde, vous vous exigez l'impossible. Se dominer signifie arrêter ce bruit, mettre de l'ordre dans votre conversation intérieure, reconnaître que votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. La différence réside dans le fait de le diriger ou de le laisser libre. Les gens qui ne se dominent pas eux-mêmes ont tendance à perdre des opportunités parce que leurs émotions gouvernent leurs décisions. Les gens qui se dominent attirent la stabilité, le respect, la croissance, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont fiables, même pour eux-mêmes. Ce type de personne inspire sans rien dire, dirige sans imposer, avance sans faire de bruit. Se dominer d'abord ne signifie pas tout contrôler, cela signifie se contrôler soi-même pour que l'extérieur n'ait plus de pouvoir sur votre paix. C'est le vrai leadership, c'est la vraie force. C'est le sommet de tout ce processus. Devenir quelqu'un qui peut porter son propre poids émotionnel sans s'effondrer. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Tu n'auras pas une seconde chance pour construire ta meilleure version. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu rassembles ton courage, que la motivation parfaite arrive ou que le monde s'ajuste à tes attentes. Si tu continues à remettre à plus tard ta croissance, tu ne feras qu'accumuler une dette intérieure qui, tôt ou tard, te réclamera son dû. Personne ne viendra te sauver. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient simplement un poids mort pour demain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire dans des livres anciens. C'est un outil brutalement honnête pour faire face à ta réalité. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux gouverner comment tu réagis, comment tu te relèves et comment tu avances, même si cela fait mal. La transformation personnelle ne dépend pas d'un coup de chance ni d'attendre de te sentir inspiré. Elle dépend de ta capacité à agir quand tu en as le moins envie, de choisir l'inconfort conscient et de forger la discipline dans les petits actes quotidiens que personne n'applaudit. La personne que tu seras en 2026 se construit aujourd'hui, maintenant, à chaque décision inconfortable que tu choisis de ne pas remettre à plus tard. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment où tu décides de cesser de te mentir. Ton avenir n'attend pas, tu le construis ou tu le perds. C'est aussi simple que cela.
Si tu veux vraiment cesser d'être spectateur et devenir protagoniste, tu dois prendre le contrôle, supporter le poids de ta propre responsabilité et t'engager sans excuse. Ici, il n'y a pas de place pour la plainte ni l'auto-tromperie. La transformation commence lorsque tu décides de cesser d'attendre. 1. Agis sans attendre des conditions idéales. Tu n'auras jamais le scénario parfait. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter et que la plupart préfèrent couvrir d'excuses sophistiquées. Si tu continues à attendre le jour où tout sera en ta faveur, quand il n'y aura ni fatigue, ni doute, ni peur, tu te condamnes seulement à la paralysie et à l'auto-illusion. Combien de fois dois-tu reporter tes décisions pour réaliser que la vie ne négocie pas de délai supplémentaire? Attendre des conditions idéales est une escroquerie mentale, un mécanisme de défense pour ne pas faire face à l'effort réel. C'est une dette émotionnelle qui grandit chaque jour de procrastination et que tu finiras par payer tôt ou tard avec frustration et regret. La discipline commence exactement là où le corps tremble et l'esprit invente des excuses. Tu n'es pas spécial d'avoir peur, ni différent de te sentir incertain. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé au même point, au milieu de l'inconfort, sans garantie, sans l'approbation de personne, et souvent contre les voix intérieures qui exigent du confort. La réalité est que si tu continues à attendre le signal parfait, le moment de clarté maximale ou la motivation fulgurante, alors tu resteras piégé dans le même cycle que toujours. Il n'y a pas de salut dans le confort, ni d'avancée sans pression. Tu avances seulement lorsque tu choisis l'effort inconfortable pendant que ta tête te demande de reculer. Personne ne va te pousser hors de ta zone de stagnation. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à gouverner tes impulsions et à agir même dans les jours les plus gris. Marc Aurèle n'attendait pas d'avoir envie, Épictète n'attendait pas de justice extérieure, Sénèque ne cherchait pas des conditions idéales. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité et que la vie réelle ne respecte pas tes préférences ou tes fantasmes. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es responsable de ce que tu en fais. Si tu insistes à voir des obstacles là où il y a des opportunités de grandir, alors tu deviens ton propre saboteur. Personne ne te doit une vie facile. L'excellence ne se construit que sur le terrain irrégulier de l'inconfort quotidien. Le caractère se forge dans l'action, pas dans l'attente. Si tu cherches la confiance, commence par tenir les promesses que tu te fais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. La discipline est plus puissante que la motivation. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu t'entraînes à soutenir une version plus forte de toi-même dans le futur. Fais-le même si tu n'en as pas envie. C'est ta ligne de base. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. C'est ta responsabilité. Si tu veux arriver en 2026 transformé, arrête de négocier avec tes excuses et commence à bouger maintenant, avec ce que tu as, d'où que tu sois. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Juste la décision, l'action et la continuité, jour après jour, jusqu'à ce que l'habitude supplante le doute et que l'engagement vainque la faiblesse. 2. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Tu te réveilles et bien que ton corps pèse et que ta tête énumère des excuses, tu sais exactement quelle est la première décision que tu dois prendre. Il ne s'agit pas du café, ni de vérifier ton téléphone, mais de quelque chose de plus silencieux et difficile. Choisir de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne t'y oblige. À ce moment-là, l'esprit joue son jeu habituel. Il cherche des raccourcis, suggère qu'un jour de repos ne changera rien, justifie le minimum d'effort et négocie avec l'inconfort. Ce dialogue intérieur est le véritable champ de bataille. La discipline, en réalité, n'est pas une force magique ni une vertu inaccessible. C'est une série de petits choix qui, accumulés, te séparent de la médiocrité. Chaque fois que tu cèdes à la voix qui cherche le confort, tu renforces la croyance que tu peux remettre ta vie à plus tard et qu'un jour, ce sera plus facile.
Mais la vérité inconfortable est que céder aujourd'hui installe une fracture dans ton caractère et cette fissure grandit avec le temps, jusqu'à devenir une partie de ton identité. Il existe un mécanisme interne que nous partageons tous, la tendance à sous-estimer le poids des petites décisions. Nous pensons qu'un seul saut de routine, remettre à demain ce que nous avons promis aujourd'hui, n'aura pas de conséquences réelles. Mais c'est là que commencent les dettes émotionnelles et la confiance brisée. Chaque promesse non tenue envers soi-même est un investissement négatif, c'est du capital psychologique perdu. Et le problème est que, même si personne ne le voit de l'extérieur, toi, tu le ressens. Une sensation d'auto-illusion s'accumule, une sorte de ressentiment silencieux envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. C'est ici que le stoïcisme offre une réponse brutalement honnête. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, il s'agit d'agir parce que tu sais que cette action te définit, même si elle est inconfortable et que personne ne la célèbre. Lorsque tu choisis avec discipline, tu ne cherches pas de validation externe ni de récompense immédiate. Tu entraînes ta volonté comme on entraîne un muscle, avec des répétitions quotidiennes, avec un effort soutenu, avec l'inconfort de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Sénèque l'a dit clairement, le bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela n'est possible que lorsque tu gouvernes tes impulsions et que tu ne permets pas aux émotions passagères de détourner tes plans à long terme. La dopamine de la gratification instantanée est addictive, mais la véritable satisfaction naît de tenir ta parole, surtout quand c'est difficile. La discipline, c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour te libérer demain des regrets. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Si tu ne le fais pas, ta vie avancera au rythme de tes excuses. Personne ne portera pour toi le poids de tes décisions. Si ton engagement ne se transforme pas en action constante, tu finiras par être otage de tes propres habitudes. Aucun changement profond ne se produit par accident. Discipline aujourd'hui, caractère demain. 3. Prends le contrôle total de ta vie. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, je me suis convaincu que la vie était une sorte de train conduit par quelqu'un d'autre, comme si mes frustrations, mes limites et même mes petits succès dépendaient de facteurs externes, de personnes, de situations ou d'une prétendue chance qui n'arrivait jamais. Ce récit intérieur est addictif car il justifie le confort de ne pas décider. Il te soulage du poids, mais en même temps, il te laisse à la dérive, sans contrôle réel sur ton destin. Si tu analyses de près chaque domaine où tu te sens bloqué, tu trouveras presque toujours une série d'excuses sophistiquées, déguisées en arguments rationnels. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, les circonstances ne m'aident pas, je ne suis pas encore prêt. Ces justifications, en réalité, sont des mécanismes de défense que ton esprit active pour éviter le coup inconfortable d'assumer le contrôle total. Car prendre le contrôle n'est pas un acte grandiose ni une révélation magique, mais un processus méthodique d'identification des schémas, de démantèlement des croyances limitantes et d'acceptation que la douleur de la responsabilité est préférable à la douleur bien plus corrosive de l'impuissance. Lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie te récompense simplement pour exister, tout change de dimension. Le contrôle total ne signifie pas que tu peux manipuler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu cesses de déléguer ton bien-être et ton progrès à la volonté des autres ou aux fluctuations de l'environnement. Le premier pas est brutal. Reconnaître que tu es toi-même le principal obstacle et la plus grande opportunité de ta propre vie. Tu n'es pas une marionnette de ce qui t'arrive. Tu es le stratège de ta réaction, l'éditeur de ta narration, le responsable ultime de ce que tu décides de construire avec ce qui t'est donné. Si tu ne prends pas ce rôle, la vie te traîne en mode automatique et tu finis par accumuler une dette émotionnelle avec chaque année qui passe sans avancée réelle. L'auto-tromperie te vend l'idée qu'un jour tu le feras. Mais chaque jour, sans agir, renforce l'habitude de la procrastination et affaiblit ton sens de l'agence. Être stoïque, c'est, en essence, accepter que la seule variable sous ton contrôle absolu est ta réponse.
Il ne s'agit pas de résignation, mais de leadership personnel. Jusqu'à quand vas-tu laisser ton destin entre les mains des autres ou aux fluctuations de l'humeur? La véritable transformation commence lorsque tu assumes le coût de toutes tes décisions, même les inconfortables, même celles que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas le résultat de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi. La routine, l'opinion des autres, la peur, le désir facile de gratification immédiate. Prends le contrôle total ou la vie te passera dessus. C'est le choix. Il n'y a pas de compromis. Le changement authentique se construit à partir de cet inconfort radical de cesser de chercher des coupables et de commencer à fabriquer des solutions, même si cela coûte, même si cela fait mal. La discipline de prendre le gouvernail de ta vie peut être inconfortable au début, mais à long terme, c'est la seule véritable liberté. 4. Choisissez l'inconfort qui vous renforce. Comme si vous marchiez pieds nus sur des gravillons chauds, chaque pas est un choix inconfortable et délibéré. Vous ressentez le picotement sous la plante du pied, vous percevez le rejet instinctif de votre corps à continuer d'avancer, mais vous reconnaissez aussi que le seul moyen de renforcer la peau est de faire face à cette brûlure jour après jour. Dans la vie quotidienne, cet inconfort a d'autres noms. Conversation difficile, matin où le réveil sonne trop tôt, entraînement quand l'énergie fait défaut, rejet qui frappe l'ego, silence gênant où vous préféreriez abandonner plutôt que de persister. C'est là que se cache le véritable entraînement. Il n'y a rien d'héroïque à fuir la douleur. Le caractère ne se sculpte pas dans la douceur, mais dans la friction constante avec ce qui dérange et défie. La plupart cherchent un refuge où rien ne fait mal, mais le confort est un sédatif lent qui vous affaiblit sans que vous ne le remarquiez. Le muscle mental s'atrophie si vous ne l'exposez jamais au poids de la résistance. C'est pourquoi, chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le canapé au lieu du livre, l'excuse au lieu de l'action, les applaudissements rapides au lieu de la solitude productive, vous devenez plus fragile. L'inconfort conscient, cet effort inconfortable que vous choisissez délibérément, est le seul remède qui renforce vraiment. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour la souffrance, il s'agit de comprendre que la croissance authentique vient toujours enveloppée d'inconfort, comme l'os qui se renforce lorsqu'il porte du poids. Si vous fuyez ce frottement, vous restez le même qu'hier. Si vous l'affrontez, vous grandissez. Il y a une différence brutale entre la douleur qui vous enfonce et celle qui vous forge. La première est le résultat de la passivité, l'accumulation d'excuses, la vie vécue sans intention. La seconde est le résultat de la discipline choisie, de l'engagement quotidien envers ce qui dérange mais vous élève. Choisir l'inconfort qui construit est une déclaration de principe. Je n'accepte pas la version faible de moi-même. Je ne négocie pas mes rêves avec la paresse. Je n'accepte pas que ma vie dépende du hasard ou de l'humeur du jour. Choisissez l'inconfort qui vous renforce, pas celui qui vous détruit. C'est la différence entre avancer et stagner. Chaque fois que vous affrontez la peur, la fatigue ou la honte, votre caractère prend du poids. Chaque fois que vous évitez, vous perdez un peu de cette solidité intérieure qui ne s'acquiert qu'avec un réel effort. Les stoïciens le savaient, ils ne cherchaient pas la douleur mais ne l'évitaient pas non plus. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des maladies et des guerres. Épictète enseignait depuis l'adversité de l'esclavage. Il comprenait que l'inconfort choisi est le prix de la liberté intérieure. Chaque jour, vous avez la possibilité de renforcer votre volonté ou de l'affaiblir. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question d'habitude. Choisissez ce qui est difficile aujourd'hui et il vous sera plus facile de supporter n'importe quelle difficulté demain. Le confortable vous coûte cher après. L'inconfort vous paie avec la croissance. La vraie vie ne récompense pas celui qui se cache le plus de l'effort, mais celui qui entraîne son esprit à porter le poids nécessaire. Là où il y a effort, il y a avancement. C'est la loi silencieuse de tous ceux qui conquièrent leur avenir. 5. Montre ta confiance par des actions, pas par des mots.
Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Tu peux répéter 1000 fois que tu vas changer, que cette année sera différente, que maintenant tu es sérieux, mais si tes actes ne suivent pas, tu ne fabriques qu'une estime de soi artificielle qui s'effondre à la première difficulté. Assez de gestes vides et de promesses lancées dans l'air pour apaiser ta culpabilité. La véritable confiance ne se construit pas avec des discours. Elle se gagne dans la boue des décisions inconfortables et dans la constance des actions que personne ne voit. Si ta routine ne reflète pas ce que tu déclares, tu te mens en pleine face, et tu le sais. Personne ne respecte celui qui ne remplit que sa bouche d'intention. Le respect de soi ne naît pas non plus de l'imagination de résultats, mais de l'affrontement quotidien à l'effort concret de respecter ses engagements, même quand tu n'en as pas envie. Le muscle de la confiance se forge dans la répétition inconfortable. C'est arriver à la fin de la journée et savoir que, même si c'était difficile, tu ne t'es pas trahi. Crois-tu vraiment que la sécurité personnelle provient de jolis mots ou de motivations passagères? C'est le piège qui te maintient faible. Le cerveau apprend par l'évidence, pas par des auto-affirmations vides. Chaque fois que tu dis « demain je commence », cette fois c'est sérieux et que tu ne le maintiens pas, ton esprit enregistre un échec de plus et renforce la croyance que tu n'es pas capable. Ainsi, tu t'habitues à négocier avec ta médiocrité et à vivre dans un cycle infini de regrets et d'excuses. La confiance n'est pas un état d'esprit, c'est une conséquence directe de ton historique d'actions accomplies. Agis d'abord, parle ensuite. C'est la loi. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tes actes ne soutiennent pas tes paroles, ta parole ne vaut rien. Arrête de chercher la validation dans les applaudissements des autres ou dans des phrases motivantes découpées sur Internet. La seule validation qui compte est celle qui vient de te voir tenir ta parole en privé, quand personne ne t'applaudit et que toi seul sais ce que cela coûte. Personne ne va te donner confiance, tu dois la gagner par un sacrifice soutenu. Si chaque jour tu trahis ce que tu as promis, tu deviens ton pire ennemi. Il n'y a pas d'auto-assistance, ni de philosophie, ni de mentor qui puisse te donner ce que tu te retires avec l'inaction. Parle moins et fais plus. C'est le chemin du caractère fort, de celui qui cesse de demander la permission et commence à construire des résultats. La confiance en soi est la somme de tes petites victoires quotidiennes, pas de tes discours internes. La seule façon de te prouver que tu peux, c'est de le faire. Ce que tu feras aujourd'hui sera l'évidence que ton esprit utilisera demain pour avoir confiance ou pour douter de toi. Ta parole ne pèse que si tes actes la soutiennent. Personne ne te doit du respect. Tu dois le gagner. Et cela commence par respecter ce que tu t'es promis quand personne ne regarde. 6. Construis ton avenir avec des habitudes solides. Rien dans ta vie ne changera en profondeur si tu continues à compter sur la volonté dispersée et sur des promesses éphémères. La vérité inconfortable est la suivante. L'avenir que tu désires ne se construit pas à partir d'impulsions sporadiques ni d'intentions passagères, mais d'habitudes solides, installées par la répétition quotidienne, même lorsque ton esprit crie pour des raccourcis et que ton corps demande du repos. C'est ici que beaucoup se perdent dans l'auto-tromperie sophistiquée. Ils croient qu'un jour d'effort intense peut compenser des semaines de procrastination, qu'il suffit de ressentir un élan de motivation et de se jurer à soi-même que cette fois c'est sérieux. Mais la réalité psychologique est brutale. L'identité se forge dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu rêves. Ton cerveau apprend par l'évidence, et chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu renforces le moule de la médiocrité. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Il y a une résistance silencieuse, presque imperceptible, qui opère en toi chaque fois que tu essaies d'installer une nouvelle habitude. Ton esprit cherche des arguments pour revenir à ce qui est connu. Il te séduit avec des récompenses immédiates. Il te convainc que tu peux négocier avec l'engagement. C'est un mécanisme automatique, un filtre mental qui déforme la valeur de l'inconfort et amplifie le poids de l'effort.
Si tu ne le reconnais pas, tu deviens esclave d'impulsions instables et tu t'habitues à être un spectateur de ton propre potentiel gaspillé. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de discuter avec toi-même et que tu transformes cette énergie mentale en actions concrètes, petites mais non négociables. Il n'y a pas d'habitude insignifiante. Chaque victoire minimale est un investissement dans ton avenir. Fais-le simple, mais fais-le toujours. C'est le principe qui sépare ceux qui progressent de ceux qui ne font que fantasmer à ce sujet. La construction d'habitudes solides exige une honnêteté radicale. Il ne s'agit pas de s'imposer des routines impossibles, ni d'adopter des modèles étrangers qui ne servent qu'à se montrer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'identifier, avec une clarté brutale, quelles petites actions quotidiennes te rapprochent de la vie que tu dis vouloir et lesquelles t'en éloignent. Le piège est de sous-estimer l'effet cumulatif du petit. Un repas de malbouffe, une séance d'entraînement évitée, une matinée perdue dans des distractions. Tout compte. Lorsque tu installes une habitude utile, tu ne changes pas seulement tes journées, tu modifies le dialogue interne, tu reconfigures la relation que tu as avec toi-même et tu démontres par des faits que tu es capable de maintenir des décisions difficiles. Personne ne va t'applaudir pour réussir en silence, mais ton esprit enregistre chaque acte de cohérence et peu à peu élimine le doute chronique qui te paralyse. La solidité de l'avenir dépend de ce que tu répètes aujourd'hui, pas de ce que tu rêves demain. Si tu cherches vraiment une transformation en 2026, ton meilleur allié ne sera pas la motivation, mais la structure quotidienne que tu t'imposes, le système qui ne dépend pas de ton humeur et la discipline qui transforme le difficile en routine. Ton avenir est le résultat de tes habitudes, pas de tes excuses. C'est la loi silencieuse que personne ne peut éluder, même s'il essaie de la déguiser avec des phrases vides ou des plans grandioses. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la constance, ta vie sera hypothéquée à la médiocrité de l'impulsion. Choisis aujourd'hui les habitudes qui te soutiendront demain, lorsque l'envie viendra à manquer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 7. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Tu marches dans la rue et tu vois une affiche « Recherche de personnel ». Tu t'arrêtes un instant et tu penses à quel point il serait facile d'avoir une opportunité comme celle-ci, une porte qui s'ouvre sans que tu la cherches. Mais à ce moment-là, la réalité surgit. Si tu n'as pas préparé ton CV, si tu n'as pas tes papiers en ordre, si tu n'as pas étudié ou pratiqué le minimum pour ce poste, cette opportunité ne devient qu'une anecdote de plus, une possibilité perdue qui s'évanouit en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne presque tout dans la vie. Peu importe combien de portes apparaissent, si tu arrives sans les outils internes et externes pour les franchir. La plupart des gens attendent que la vie leur donne d'abord l'opportunité et ne se mettent à se préparer qu'ensuite, comme si la chance prévenait à l'avance. Mais la vérité est autre. Les opportunités n'arrivent pas à ceux qui les désirent, mais à ceux qui sont déjà prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. La croissance ne s'improvise pas. La préparation est un investissement silencieux qui ne se remarque que lorsque la vie exige des résultats inattendus. Si tu analyses les raisons pour lesquelles tant de personnes sentent que la vie ne leur donne jamais leur moment, tu verras un schéma. Elles reportent la préparation parce qu'elles sous-estiment la valeur d'être prêtes en l'absence de certitude. Il est plus confortable de se distraire, de chercher de petites gratifications ou d'attendre un coup de chance qui justifie l'effort. Mais lorsque l'opportunité finit par se présenter, la plupart se retrouvent vides de ressources, sans discipline installée ni compétences aiguisées, comme un athlète qui prétend courir un marathon sans avoir entraîné un seul jour. Le prix de ne pas se préparer est invisible jusqu'à ce que la facture arrive. Anxiété, regret, sensation que les autres avancent pendant que l'on reste au même endroit. Attendre l'opportunité pour commencer à se préparer, c'est remettre son destin au hasard. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles est ta disposition interne et ton niveau de préparation, pas le calendrier de la vie. La conséquence de te préparer seulement quand tu crois que ça en vaut la peine est que tu deviens vulnérable à l'imprévisible.
Tu dépends de tout pour s'aligner parfaitement afin de donner ta meilleure version. Cette dépendance te rend faible, réactif, toujours en attente de signaux externes. En revanche, si tu choisis de te préparer avant que l'opportunité n'arrive, tu changes la donne. Tu investis dans des compétences, de la discipline et une mentalité pendant que les autres se distraient. Et lorsque la vie met une porte devant toi, tu n'as pas besoin d'improviser ni de courir. L'opportunité récompense celui qui s'est déjà entraîné en silence. C'est la loi. Ne attends pas que tout soit aligné pour commencer à entraîner ton caractère, tes habitudes ou tes compétences. Le véritable avancement est invisible, mais il se remarque lorsque le défi apparaît et que tu peux le soutenir. Prépare-toi aujourd'hui, même si rien ne semble urgent. La vie ne prévient pas, elle examine seulement. Si tu veux être maître de ton destin en 2026, tu dois t'entraîner avant qu'on ne te demande des résultats. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'obsession, c'est une stratégie. Tu deviens ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la base de toute transformation réelle. 8. Maîtrisez votre esprit, pas vos impulsions. Je confesse une scène inconfortable qui se répète plus de fois que je ne le voudrais. Je suis assis devant la table, les bras appuyés, la mâchoire serrée et le regard perdu sur l'écran du téléphone, ressentant le léger pouls de la notification qui réclame mon attention. Je sais exactement que j'ai quelque chose d'important à faire, mais la tentation d'ouvrir une application, de glisser le doigt, de me donner une autre minute de distraction, pèse comme une pierre. Je m'arrête et je sens la sueur froide sur mes mains, la respiration superficielle, le petit tremblement dans ma jambe qui trahit l'anxiété d'éviter l'effort. Ce n'est pas un hasard. C'est l'impulsion réclamant sa part quotidienne, c'est l'esprit me demandant un soulagement facile pendant que la tâche réelle attend. Dans ces minutes, je peux voir avec une brutalité claire comment fonctionne le mécanisme. Le désir immédiat d'éviter l'inconfort, l'urgence d'échapper au présent difficile, le plaisir fugace masquant l'inconfort profond de ne pas avancer. C'est un piège subtil, presque invisible, qui me vole de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je ne remarque même pas que je tombe encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte héroïque, ni un moment d'illumination soudaine. C'est un travail artisanal de remarquer, d'interrompre et de rediriger. Chaque fois que je permets à l'impulsion de dicter mon prochain mouvement, je cède du terrain sur la carte de mon caractère. Je me vois presque comme une marionnette de réactions automatiques, cherchant la dose facile de dopamine, évitant l'effort soutenu qui construit réellement quelque chose de durable. Les stoïciens le savaient. Le véritable défi n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de gouverner l'esprit qui veut reculer devant le moindre inconfort. Je pense à Marc Aurèle, écrivant dans l'obscurité, forçant son corps fatigué à continuer, à Épictète se rappelant que la liberté commence dans l'esprit et non dans l'environnement. Ils n'étaient pas immunisés contre l'impulsion, ils se sont simplement entraînés à ne pas lui obéir aveuglément. Maîtriser l'esprit se voit et se ressent dans le quotidien. C'est la pause avant de répondre à la provocation, le silence avant de justifier une excuse, la sensation physique d'inconfort que tu ne cherches pas à cacher mais à traverser. C'est remarquer comment le corps te demande de céder et malgré tout, choisir de te maintenir un peu plus dans l'inconfort. La différence entre une vie médiocre et une vie intentionnelle réside dans cette fraction de seconde où tu décides de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, mais d'imposer la direction que tu as choisie. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est la vérité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent piégés dans la roue de la gratification immédiate. Parfois, maîtriser l'esprit, c'est simplement se lever même si le sommeil pèse, fermer l'écran, même si les loisirs crient, dire non quand le désir facile cherche à te convaincre. C'est inconfortable, oui, mais chaque fois que tu le fais, tu ajoutes une couche de force intérieure. Tu n'es pas esclave de tes impulsions à moins que tu ne décides d'agir toujours sous leur mandat. Gouverne ton esprit ou la vie décidera pour toi. C'est la sentence qui, si tu la mets en pratique, peut changer le cours de tes jours et avec eux,
ton destin en 2026. 9. Engage-toi sérieusement dans ta transformation. L'engagement réel ressemble davantage à une serrure rouillée qu'à une porte élégante et facile à ouvrir. Il faut forcer la clé, sentir la résistance dans le poignet, écouter le grincement inconfortable du métal à chaque tentative. La plupart s'arrêtent là, dans l'inconfort du premier tour, inventant des raisons de ne pas pousser plus fort. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà fait assez. Peut-être demain. Mais si tu ne tournes la clé que lorsque cela t'arrange ou lorsque le moral est au beau fixe, alors tu ne franchis jamais le seuil qui sépare l'intention du véritable changement. Voilà comment fonctionnent tes excuses. Elles sont la rouille accumulée de nombreuses années de procrastination, le résultat de choisir encore et encore le soulagement temporaire plutôt que la friction qui transforme. Jusqu'à quand vas-tu tolérer ce grincement mental chaque fois que tu essaies d'avancer? La vérité, c'est que personne ne va nettoyer ce mécanisme pour toi. Personne ne va porter le poids de tes promesses brisées. Toi seul as la clé, et toi seul décides de la tourner ou de rester à regarder la porte, inventant des histoires pour justifier ta paralysie. Le problème, c'est que tu vis entouré d'offres bon marché de changement, phrases motivationnelles, défis de 3 jours, cours qui promettent des résultats instantanés et une armée de voix extérieures qui te vendent l'illusion que se transformer est une question de le vouloir suffisamment. C'est un piège dangereux. L'engagement sérieux ne se signe pas en public, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se démontre quand personne ne regarde, quand la fatigue pèse et que la tentation d'abandonner est presque physique. Si ton engagement ne dure que jusqu'à ce que la première difficulté surgisse, alors ce n'est pas un engagement, c'est un auto-illusion sophistiquée. Arrête de collectionner des excuses et commence à collectionner des faits. Assez de négocier avec tes propres mensonges. L'engagement ne se ressent pas, il s'exécute. C'est la différence brutale entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la boue de l'autocompassion. La transformation n'est pas une fantaisie réservée à quelques élus. C'est une décision inconfortable et radicale de cesser de te trahir. Tu dois signer ce pacte avec toi-même, même si ton esprit proteste, même si le confort te séduit et même si personne ne te donne la permission. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu deviens complice de ta propre médiocrité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la difficulté de l'environnement. C'est toi, répétant le même scénario de toujours pour ne pas porter le poids de tes décisions. Si tu veux une nouvelle vie en 2026, arrête de demander à la vie d'être juste et mets-toi au travail sur la seule vraie justice, ta discipline, ta parole et ton action quotidienne soutenue. Tu ne peux pas exiger des résultats extraordinaires avec l'engagement médiocre de toujours. Engage-toi avant de ressentir l'envie. C'est le seul pacte qui a de la valeur lorsque la réalité se fait pressante. 10. Utilisez le stoïcisme comme outil pratique. Le stoïcisme n'est pas là pour orner votre bibliothèque, il sert à désarmer votre auto-illusion. Lorsque vous cessez de le voir comme une philosophie abstraite et que vous le ramenez dans le domaine de vos actions quotidiennes, vous réalisez que la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre la tendance chronique à justifier vos propres renoncements. Je me rends compte que chaque fois que je me trouve des excuses, lorsque je justifie mon manque de progrès avec des arguments intelligents, je ne fais que fabriquer une version de moi-même que je ne veux pas soutenir. L'esprit est spécialiste pour négocier avec l'inconfort, pour déguiser la paresse en prudence et pour peindre la résignation comme une acceptation mature. Mais le stoïcisme ne vous laisse pas vous cacher derrière ces masques. Il vous oblige à regarder avec une honnêteté brutale la distance entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites réellement. Dans la vie quotidienne, appliquer le stoïcisme, c'est remarquer l'instant exact où votre impulsion cherche un soulagement facile et décider de ne pas céder. C'est choisir de ne pas discuter avec la réalité, mais d'agir sur ce qui est en votre pouvoir, même si c'est inconfortable ou n'apporte pas de récompense immédiate. Je me surprends à détecter le mécanisme.
L'esprit veut éviter l'effort, sabote l'engagement et amplifie les obstacles pour vous protéger de l'épuisement. Mais chaque fois que j'interromps ce cycle et que j'agis depuis le principe stoïque, je sens le poids diminuer. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que je cesse de porter l'angoisse de ne pas essayer. Le stoïcisme, compris ainsi, est un outil pour désactiver le piège de la procrastination. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de gouverner la réaction automatique qui vous pousse à la plainte et à l'immobilisme. Lorsque j'admets que je ne contrôle pas l'extérieur, mais que je contrôle ma réponse, je cesse de chercher des excuses et je commence à investir de l'énergie dans ce qui est réellement concret. Mon action, mon attention, mon présent. C'est la différence entre vivre à la merci de vos états d'âme et construire une volonté entraînée pour résister à la pression du désir immédiat. Fais ce qui te revient, même si personne ne regarde. Cette phrase suffit à fracturer l'inertie de la passivité. Être stoïque aujourd'hui, c'est identifier le piège mental qui vous vend un soulagement à court terme et choisir la douleur constructive de l'effort soutenu. C'est se rappeler, dans la pratique, que l'inconfort est le prix de la liberté personnelle et que chaque jour, sans l'affronter, est un capital émotionnel que vous perdez. La philosophie n'a de valeur que si vous en faites une habitude, si vous l'utilisez comme filtre pour vos décisions et comme encre dans les jours gris. Vous n'êtes pas vos arguments, vous êtes vos actions répétées. C'est la mesure pour savoir si le stoïcisme est vivant dans votre routine ou s'il n'est qu'un autre masque élégant pour ne rien changer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tu te réveilles, et avant même que tu ouvres les yeux, ta vie attend déjà ta première décision. Tu n'as pas besoin de poésie, tu as besoin de clarté. Tes matins te façonnent, pour le meilleur ou pour le pire, que tu t'en rendes compte ou non. Chaque jour commence par un choix brutal. Tu prends le contrôle ou tu continues à vivre en automatique. Les gens ne changent pas parce qu'ils manquent de capacité, ils changent quand ils commencent à utiliser leur matin comme un terrain d'entraînement. Le monde parle de succès, de motivation et de discipline, mais tout cela naît dans les premières minutes de la journée. C'est là que se décide ton niveau d'énergie, ton focus, ta force mentale et ta stabilité émotionnelle. Ce que tu fais dès que tu te réveilles révèle ton caractère plus que n'importe quel discours que tu prononces pendant la journée. Cette vidéo va droit au but. Si tu veux transformer ta vie, commence par tes matins. Sans excuses, sans rituels inutiles, sans fioritures. 8 habitudes simples, directes et puissantes qui alignent ton esprit, ton corps et ton âme avec un but plus élevé. Des actions qu'une personne forte, consciente et éveillée fait même si elle n'en a pas envie. Parce que c'est ainsi qu'on construit une vie solide, avec de petites décisions répétées avec intention. Ici, tu n'entendras pas de belles paroles, tu entendras ce qui fonctionne. Des habitudes qui te forcent à reprendre le contrôle, à penser clairement, à organiser ton esprit, à augmenter ton énergie, à respirer avec présence, à marcher avec un but et à vivre à partir d'une identité plus ferme. Si tu appliques ces leçons, ta journée ne s'améliore pas, elle change à la racine. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est parce que tu sais déjà que tes matins ne peuvent plus rester les mêmes. Reste. Parce que ce qui vient ne va pas seulement te réveiller, ça va te restructurer. 1. Remercie et prie au réveil. Se réveiller est comme allumer un feu intérieur, un feu qui commence par une petite étincelle, presque imperceptible, mais capable d'éclairer toute ta journée si tu en prends soin. Cette étincelle est la gratitude. Et bien que beaucoup la mentionnent comme quelque chose de beau, ici nous la verrons comme ce qu'elle est réellement. Un outil mental qui reconfigure ta façon de penser dès la première seconde de la journée.
Remercier n'est pas une posture spirituelle superficielle, c'est un acte stratégique, un ajustement de ta perception qui te permet de reprendre le contrôle avant que ton esprit ne soit désordonné par d'anciennes préoccupations ou des tâches en attente qui n'ont même pas encore commencé. C'est pourquoi cette première leçon exige de l'honnêteté et de la présence, car celui qui ne maîtrise pas les premières pensées de la journée perd la bataille avant de commencer. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est dans son état le plus vulnérable et le plus malléable. C'est à ce moment que les pensées entrent sans filtre, que les émotions peuvent prendre le dessus si tu ne les diriges pas, que ton énergie se définit en fonction de l'endroit où tu portes ton attention. C'est pourquoi cette action n'est pas négociable, elle est fondamentale, car elle t'oblige à choisir quelle graine planter. Tu peux planter le chaos et les plaintes, ou tu peux planter la direction. En remerciant et en priant au réveil, tu choisis consciemment la direction que prendra ton esprit et tu décides que ce ne seront ni l'impulsion, ni l'anxiété, ni l'inertie qui définiront ta matinée. Remercier ne signifie pas ignorer tes problèmes, cela signifie les regarder depuis une position plus ferme. Lorsque tu remercies pour être en vie, pour avoir un jour de plus pour essayer, pour l'opportunité de corriger des erreurs, d'avancer, de t'améliorer ou de recommencer, tu te places psychologiquement au-dessus de ce qui te préoccupe. Cela ne te rend pas naïf, cela te rend maître de ton focus. La gratitude est une ancre mentale qui empêche les pensées négatives de s'activer en premier. Au lieu de cela, tu choisis de commencer à partir d'un état interne plus solide, plus conscient, plus aligné avec tes valeurs. La prière, d'autre part, n'est pas un acte religieux obligatoire. C'est un moment de silence intérieur où tu affirmes ta direction et te rappelles qui tu es au milieu du bruit du monde. Prier, c'est parler avec toi-même au niveau le plus profond, reconnaître ta force, tes blessures, tes peurs et ton but. C'est admettre qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas, mais décider malgré tout d'avancer avec détermination. C'est un acte d'humilité et de pouvoir en même temps. Humilité pour accepter ce qui ne dépend pas de toi et pouvoir pour assumer courageusement ce que tu dois affronter. Lorsque tu combines gratitude et prière dès que tu ouvres les yeux, quelque chose change immédiatement. Ton esprit cesse de réagir et commence à répondre. Tes émotions cessent de courir sans direction et trouvent une direction. Ton esprit se calme suffisamment pour que tu puisses penser clairement et agir avec intention. Cela transforme ton réveil en une transition consciente, non en un saut automatique vers le chaos. Tu commences avec une force mentale au lieu de la faiblesse, avec un focus au lieu de la confusion, avec un but au lieu de la dispersion. Une personne qui commence sa journée ainsi ne se brise pas à la moindre chose, car elle a déjà commencé à gagner de l'intérieur. 2. Activez-vous avec la lumière naturelle. La lumière du matin fonctionne comme un interrupteur caché que le corps attend avec une précision presque millimétrique. C'est comme si vous étiez une machine puissante qui ne démarre pas complètement jusqu'à ce qu'elle reçoive le bon signal. Ce signal n'est pas le café, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le bruit du monde, c'est la lumière naturelle qui entre par vos yeux et dit à votre biologie de vraiment se réveiller. Vous pouvez essayer de vous motiver, vous pouvez répéter des affirmations, vous pouvez planifier la journée, mais si votre corps est toujours en mode nocturne, tout semble plus lourd, plus lent, plus confus. C'est pourquoi cette deuxième leçon est si directe, votre matin ne commence pas jusqu'à ce que la lumière touche votre peau. La lumière naturelle régule votre horloge interne, le rythme qui décide quand vous devez avoir de l'énergie, quand vous devez vous concentrer et quand vous devez vous reposer. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant pour aligner votre corps avec votre esprit. La plupart des gens vivent déconnectés de ce mécanisme parce qu'ils ouvrent les yeux et la première chose qu'ils voient est un écran. Cette lumière artificielle trompe le cerveau, le confond, lui envoie des signaux incohérents qui affectent la clarté mentale, l'humeur et l'énergie. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent fatigués dès leur réveil, parce que leur biologie n'a jamais reçu l'ordre de s'activer.
Sortir pour recevoir la lumière naturelle ne nécessite pas de préparation, pas de motivation extrême. Cela nécessite une intention. Ouvrir la fenêtre, sortir sur le balcon, marcher quelques minutes, tout contact fonctionne. C'est suffisant pour que votre corps libère du cortisol à des niveaux sains, ceux dont vous avez besoin pour ressentir de l'énergie et de la concentration, et non de l'anxiété. Il diminue également la mélatonine. Vous arrêtez donc de ressentir une lourdeur émotionnelle et commencez à ressentir une présence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie qui fonctionne en votre faveur si vous la laissez fonctionner. Recevoir la lumière naturelle le matin affecte également votre discipline. Lorsque vous vous exposez à cette clarté matinale, l'esprit s'ordonne, les décisions deviennent plus fermes et le corps entre dans un état actif plutôt que passif. Cela signifie qu'il vous sera plus facile de bouger, de travailler, de penser clairement et de continuer avec les autres habitudes de la journée. C'est un effet domino, une action simple qui transforme tout ce qui vient après. Et oui, quelque chose d'aussi simple que de laisser la lumière vous toucher peut faire la différence entre une journée mécanique et une journée puissante. La lumière a également un impact direct sur votre état émotionnel. Votre cerveau libère des neurotransmetteurs qui vous font vous sentir plus stable, plus positif et moins réactif. Cela signifie que vous commencez la journée à partir d'un point haut, pas d'un état d'irritation ou de fatigue. Un état émotionnel plus stable vous rend plus difficile à agiter, plus difficile à manipuler, plus difficile à abattre. La lumière naturelle ne vous rend pas invincible, mais elle vous place dans une position mentale plus forte. Il y a quelque chose de plus important encore. Vous exposer à la lumière naturelle tôt régule votre rythme de sommeil la nuit. Votre corps sait exactement quand il doit s'éteindre parce qu'il sait exactement quand il a été activé. Cela vous permet de mieux vous reposer, d'avoir des nuits plus réparatrices et de vous réveiller avec plus d'énergie. La lumière du matin définit la qualité de votre nuit. C'est un cycle complet d'équilibre physique et mental qui commence par un acte si simple que beaucoup l'ignorent parce qu'ils le voient comme quelque chose d'évident. Celui qui comprend cela gagne en pouvoir. Celui qui l'applique tous les jours crée une véritable force intérieure. Parce qu'au final, la discipline ne commence pas par la force de volonté. Elle commence par la façon dont vous réveillez votre corps. Et la lumière naturelle est la façon la plus simple de l'allumer complètement. 3. Respire pour reprendre le contrôle. Le corps est comme un cheval indomptable, fort, rapide et sensible. Si tu le montes sans contrôle, il t'entraîne. Si tu prends les rênes fermement, il te mène exactement là où tu veux aller. La respiration est cette rêne invisible que presque personne n'utilise intentionnellement. La plupart des gens respirent pour survivre, pas pour diriger leur état mental. C'est pourquoi ils se lèvent agités, irritables, confus ou épuisés, parce qu'ils commencent la journée en laissant les émotions les monter au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Cette leçon est simple mais profonde. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ta vie. La respiration est l'outil le plus direct pour réguler ton système nerveux. Chaque inspiration envoie des signaux d'activation, chaque expiration envoie des signaux de calme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu apprends à gérer ce mécanisme, tu peux retrouver la clarté même quand tout le reste semble se désorganiser. C'est pourquoi cette habitude fonctionne chaque matin, que tu sois fatigué, stressé, sous pression ou chargé émotionnellement. Respirer consciemment, c'est comme appuyer sur un bouton interne qui réorganise tes pensées et te ramène au présent avec force. Beaucoup de gens pensent que respirer profondément est suffisant. Mais ici, nous allons plus loin. La respiration consciente au réveil est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir, avant que le monde ne te parle, comment tu veux te sentir. Tu peux le faire assis sur ton lit, debout, en marchant, ou même en regardant par la fenêtre. L'important est que tu inspires avec intention, que tu retiens pendant quelques secondes, puis que tu relâches l'air avec la même fermeté que tu relâches la peur, le stress et l'inertie d'hier. Cette pratique
envoie un message clair à ton esprit. Je donne le rythme, pas mes émotions. Quand tu respires correctement, l'esprit cesse de divaguer et s'aligne. Le cerveau reçoit plus d'oxygène, les idées deviennent plus claires et le sentiment d'urgence disparaît. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de présence. La respiration consciente coupe le bruit interne, réduit la fréquence de l'anxiété et te donne une base émotionnelle stable pour continuer la journée. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée, tu vois soudain ce qui était auparavant déformé. De plus, respirer avec intention renforce ton autocontrôle. Beaucoup de problèmes de la journée ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu réagis. Si ta respiration est accélérée, tu réagis impulsivement. Si ta respiration est lente et profonde, tu réponds intelligemment. C'est là que cette leçon devient du pouvoir pur. Maîtriser la respiration te rend moins manipulable, plus difficile à perturber et plus conscient de tes actes. Celui qui contrôle sa respiration contrôle son tempérament, et celui qui contrôle son tempérament contrôle sa vie. Cette habitude a également un impact sur ta santé physique. Elle réveille ton système cardiovasculaire, réduit la tension musculaire et active ton énergie interne de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de stimulants pour te sentir éveillé, tu as besoin d'oxygène, entrant de manière complète, profonde et dirigée. Même tes niveaux de cortisol se régulent lorsque tu respires bien, ce qui signifie que tu commences la journée avec une énergie stable plutôt qu'avec de l'anxiété déguisée en alerte. Respirer pour reprendre le contrôle t'entraîne également mentalement pour le reste de tes habitudes. Si ta respiration est calme, ton esprit peut mieux se concentrer sur la gratitude, l'affirmation, la planification, l'écriture ou la marche. Tout ton système s'organise lorsque l'air circule avec rythme et direction. 4. Affirme ton objectif quotidien. La journée est comme une flèche. Si tu ne lui donnes pas de direction, elle tombe de son propre poids. Beaucoup de personnes se réveillent et laissent le vent décider de leur direction. C'est pourquoi elles avancent sans intention, se dispersent, se frustrent et ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu construire. Affirmer ton objectif quotidien est le moment où tu prends cette flèche, la tiens fermement et décides consciemment vers quel objectif tu veux vraiment diriger ton énergie. C'est une action qui semble petite, mais qui change complètement ta mentalité, car le hasard cesse d'exister et l'intention commence à exister. Au réveil, ton esprit est ouvert, malléable, presque comme un terrain fertile qui accepte n'importe quelle graine que tu lui lances. Si tu ne choisis pas quelle graine semer, le monde le fera pour toi. Et le monde sème du bruit, de l'urgence, des distractions, des problèmes étrangers et des attentes qui ne t'appartiennent même pas. Affirmer ton objectif quotidien, c'est dire à ton esprit « c'est ce qui compte, c'est ce que je vais construire aujourd'hui, c'est ce que je ne vais pas permettre de dévier ». C'est un acte de clarté qui coupe la confusion dès le matin. Affirmer ton objectif ne signifie pas répéter des phrases vides. Cela signifie éveiller ton identité. Chaque jour doit avoir une raison, et cette raison ne peut pas simplement être survivre ou voir ce qui se passe. Elle doit être quelque chose qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Lorsque tu affirmes ton objectif, tu alignes ton esprit avec ton futur. Tu cesses de réagir et tu commences à décider. Et quand tu décides, tu deviens plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire, plus difficile à abattre. Tu peux le faire de manière simple. Tu peux te dire « Aujourd'hui, j'agirai avec discipline. Aujourd'hui, je vais avancer dans ce projet. Aujourd'hui, j'éviterai ce qui draine mon énergie. Aujourd'hui, je serai plus fort que mes excuses. » Ce qui est important, ce n'est pas la phrase parfaite, mais la direction claire. Ton esprit a besoin d'un ordre initial, d'un point central pour organiser tes pensées, tes décisions, tes émotions et tes actions. Affirmer ton objectif quotidien stabilise ton système interne et te rappelle qui est le patron. Cette habitude est particulièrement puissante car elle fonctionne comme un filtre. Quand tu sais quel est ton objectif du jour, tu sais quoi accepter et quoi rejeter. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton temps.
Affirmer ton objectif te permet de choisir tes batailles, de maintenir ton focus et d'éviter de tomber dans des activités qui t'éloignent de ton progrès. C'est une défense mentale contre la dispersion qui détruit la productivité de millions de personnes chaque matin. Affirmer ton objectif renforce également ton estime de toi, car chaque fois que tu le fais, tu renforces ton identité. Tu te dis à toi-même, je choisis, je décide, je construis. Cela fait de toi quelqu'un avec une direction, pas quelqu'un qui est traîné par ce que les autres veulent. Et lorsque ton esprit sent la direction, ton corps répond avec plus d'énergie, plus de motivation et plus de fermeté. C'est une connexion interne que beaucoup de personnes ne développent jamais parce qu'elles continuent à vivre en automatique, permettant à la vie de leur passer sans intention. De plus, cette habitude génère de la consistance. Peu importe si tu es motivé ou fatigué, si ta journée est facile ou difficile, affirmer ton objectif crée un point fixe auquel revenir quand tu te sens perdu. C'est ton ancre mentale, ton rappel de pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand ton objectif est clair, tes actions deviennent plus cohérentes et tes décisions deviennent plus fermes. Affirmer ton objectif quotidien n'organise pas seulement ta matinée, il organise ta vie. Parce qu'une journée avec une direction devient une semaine avec des progrès, puis un mois avec une transformation et finalement une année où tu te reconnais comme quelqu'un qui a vécu avec intention. 5. Range ton espace et ton esprit. Le désordre est comme un écho silencieux, un bruit que tu n'entends pas mais qui affecte tout ce que tu fais. Tu peux essayer de penser clairement, mais si ton environnement est chaotique, ton esprit limitera. C'est comme essayer de courir avec des pierres dans les chaussures. Tu avances, oui, mais tu avances inconfortablement, lentement et avec le sentiment que quelque chose ne va pas. Ranger ton espace au début de la journée n'est pas une tâche ménagère. C'est un acte psychologique, une déclaration de discipline qui dit à ton esprit que tu es prêt à prendre le contrôle. Ta chambre, ton bureau, ta cuisine, tout parle. Ce que tu vois détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine comment tu agis. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Un espace propre n'est pas seulement esthétique, il est fonctionnel pour l'esprit. Quand tu ranges ton environnement, ce que tu ranges vraiment, c'est ta perception. Tu crées un environnement qui pousse ton cerveau vers le calme plutôt que vers le chaos. Et c'est là que cette leçon devient puissante parce qu'elle te montre que ton esprit n'est pas un lieu séparé de ta vie physique, les deux se reflètent mutuellement. Au réveil, ton cerveau a besoin de signaux clairs pour s'organiser. Si la première chose que tu vois est le désordre, ton esprit interprète qu'il y a des choses en suspens, des choses inachevées, du désordre. Cela consomme de l'énergie, de l'attention et de la concentration avant même de commencer la journée. C'est pourquoi ranger ton espace est si important, parce qu'il élimine le bruit mental. C'est un nettoyage externe qui provoque une clarté interne. Et cette clarté est celle qui te permet de penser mieux, de prendre de meilleures décisions et d'agir avec plus de force. Ranger est aussi un acte de respect envers toi-même. L'espace où tu vis reflète la valeur que tu te donnes. Une personne qui range ne le fait pas parce que c'est son tour. Elle le fait parce qu'elle comprend que son environnement influence son énergie, sa discipline et sa productivité. Chaque chose que tu ranges, chaque objet que tu mets à sa place, chaque surface que tu nettoies envoie un message direct à ton système neural. Je contrôle ma vie. Je ne laisse pas le chaos décider pour moi. Ce message se multiplie et devient un sentiment interne de stabilité. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de ranger, mais c'est un mensonge qu'ils se racontent pour justifier leur manque de discipline. Ranger quelques minutes après le réveil économise des heures de stress plus tard. Cela te permet de travailler mieux, de te concentrer plus rapidement et d'éviter les distractions qui drainent ton énergie. C'est un petit investissement avec un impact énorme, l'une des formes les plus simples d'améliorer ta performance émotionnelle et mentale. De plus, lorsque tu ranges, tu entraînes ton esprit à fermer des cycles.
Ranger quelque chose, plier quelque chose, nettoyer quelque chose est un exercice symbolique qui enseigne à ton cerveau à terminer ce qu'il commence. Cela se traduit directement par une plus grande discipline pour accomplir tes tâches, une plus grande capacité à maintenir une routine et une plus grande force interne pour ne pas laisser les choses à moitié faites. Ranger n'est pas seulement organiser, c'est entraîner ton identité. Cette habitude te prépare également à prendre des décisions pendant la journée car elle réduit la charge cognitive. Plus ton espace est ordonné, moins ton esprit traite d'informations inutiles. Cela te laisse de l'énergie propre pour ce qui est vraiment important. Tu deviens plus stratégique, plus productif et moins impulsif. Le désordre favorise l'urgence, l'ordre favorise la clarté. Ranger ton espace au début de la journée est une façon simple de dire au monde et à toi-même que tu es vraiment réveillé, que tu ne vivras pas dans l'improvisation, que tu ne laisseras pas le chaos définir ton état interne. 6. Planifie ta journée avec intention. La vie quotidienne ressemble à une large et bruyante rivière qui emporte tout ce qui n'est pas bien ancré. Si tu ne décides pas dans quelle direction tu veux ramer, le courant t'emporte sans te demander ton avis. Beaucoup de personnes se réveillent et acceptent ce courant sans résistance, laissant le jour décider pour eux, réagissant à des problèmes qui ne sont pas les leurs, répondant à des urgences qui n'apportent rien et finissent épuisés sans avoir fait ce qui comptait vraiment. Planifier ta journée avec intention, c'est construire ton propre bateau avant d'entrer dans la rivière, c'est prendre la rame fermement et dire au courant que c'est toi qui fixes la direction. La planification n'est ni un luxe, ni une tâche compliquée, c'est une stratégie mentale. Ton cerveau a besoin de structure, il a besoin de savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Quand il ne l'a pas, il consomme de l'énergie en essayant de décider sur le moment. Il est submergé, dispersé et perd son focus. Planifier ta journée au réveil, c'est lui donner une carte, lui donner de la clarté, lui donner un but. Cela te permet de commencer fort, d'avancer avec ordre et d'éviter que l'inertie ne te transforme en spectateur de ta propre vie. Pour planifier avec intention, tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières, ni de créer des structures rigides. Tu as besoin de choisir. Choisir 3 actions importantes, 3 choses qui feront vraiment que la journée en vaut la peine. Pas des listes infinies qui ne génèrent que du stress. 3 priorités que tu peux accomplir avec discipline. C'est un filtre qui sépare l'essentiel de l'inutile. Moins tu es dispersé, plus tu as d'impact. La simplicité est le pouvoir, et la planification intentionnelle est la simplicité appliquée à ta vie. Planifier renforce également ton identité. Quand tu décides de ce que tu vas faire avant de commencer la journée, ton esprit comprend que c'est toi qui tiens les rênes. Pas le téléphone, pas les urgences, pas les caprices des autres. Cette sensation de contrôle réduit l'anxiété, augmente la motivation et te place dans un état mental de leadership sur toi-même. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit le but que tu fixes le matin. C'est la raison pour laquelle les personnes qui planifient ne font pas seulement plus, mais font mieux. La planification intentionnelle évite que tu vives en éteignant des incendies. Elle te permet d'anticiper, d'organiser tes ressources, de protéger ton énergie et de choisir tes batailles. Tout ne mérite pas ton attention et tout ne mérite pas ton effort. Quand tu planifies, ta journée devient une stratégie plutôt qu'une réaction. Tu sais quelles tâches nécessitent de la force mentale, lesquelles nécessitent du calme, lesquelles peuvent attendre et lesquelles tu dois attaquer immédiatement. C'est une façon intelligente de gérer ton énergie et de ne pas la gaspiller dans des situations qui ne construisent rien. Cette habitude développe également la discipline émotionnelle. Quand tu as un plan, il est plus difficile de se laisser distraire, de tomber dans des excuses ou d'abandonner tes responsabilités. Avoir de la clarté élimine beaucoup des batailles internes qui te font perdre du temps, parce que tu ne te demandes plus quoi faire, tu le fais simplement. L'indécision disparaît, parce que tu as déjà décidé avant que la journée ne commence. C'est la force silencieuse de la planification. De plus, planifier ta journée à l'aube crée de la cohérence.
Quand tu répètes cette pratique tous les jours, tu construis une identité solide, un esprit concentré et un caractère plus stable. La discipline devient une partie de toi. Les résultats cessent d'être aléatoires et commencent à être intentionnels. Planifier transforme ta vie à travers une simple décision quotidienne. Prendre le contrôle avant que la journée n'essaie de te prendre. Planifier ta journée avec intention n'est pas seulement une habitude, c'est une arme. Elle te permet d'avancer quand d'autres s'arrêtent, de maintenir l'ordre quand d'autres se perdent et de construire ta vie à partir de la clarté plutôt que du chaos. 7. Écris pour éclaircir ton intérieur. L'esprit est comme une pièce sombre pleine d'objets que tu distingues à peine. Tu sais qu'il y a quelque chose là, tu sais que ça pèse, tu sais que ça te gêne, mais tu n'arrives pas à voir sa forme jusqu'à ce que tu allumes une lampe de poche. Écrire, c'est cette lampe de poche. Peu importe ton intelligence ou ta volonté, si tu ne mets pas tes pensées sur papier, elles resteront mélangées, enchevêtrées, se heurtant les unes aux autres comme des ombres sans identité. C'est pourquoi écrire chaque matin n'est pas une habitude romantique, c'est un acte de clarté brutale. C'est te confronter à toi-même sans filtre. Quand tu écris, tout ce qui semblait énorme se définit. Ce qui te préoccupait trouve une forme, ce qui te faisait peur trouve un nom, ce qui t'inquiétait trouve une explication. Le papier ne te ment pas. L'esprit, oui. L'esprit exagère, minimise, évite, dramatise et se perd dans son propre labyrinthe. Le papier, en revanche, t'oblige à ordonner. Chaque mot que tu écris est une pièce placée à sa place. Chaque phrase que tu poses est une pensée qui cesse de flotter sans direction. Cette habitude transforme ton matin car elle élimine ce qui gêne et récupère ce qui sert. C'est un filtrage émotionnel et mental. Elle te permet d'identifier ce qui est réel, ce qui est le produit de la fatigue, ce qui est une préoccupation légitime et ce qui n'est que du bruit mental accumulé depuis hier. Écrire te donne un avantage que presque personne n'a, la capacité d'observer ton esprit de l'extérieur. Cela fait de toi une personne plus consciente, moins impulsive et plus maîtresse de ses décisions. Écrire n'a pas besoin d'être poétique ou parfait. Ça peut être une liste, un paragraphe désordonné, une réflexion courte, un déchargement émotionnel. L'important n'est pas la forme, c'est la sincérité. Quand tu écris sans peur de te juger, ton esprit se libère. Tu laisses de la place pour de nouvelles idées, pour une vraie clarté et pour une stabilité émotionnelle que peu de personnes expérimentent parce qu'elles continuent à porter leurs pensées en silence. De plus, écrire renforce ton identité. Chaque matin, quand tu mets tes idées en mots, tu construis une narration claire de qui tu es et où tu vas. Ton esprit s'habitue à se revoir, à se corriger, à s'orienter. Cela crée un niveau de conscience de soi qui impacte directement tes décisions. Les personnes qui écrivent pensent mieux, ressentent mieux et agissent avec plus d'intelligence émotionnelle. Parce qu'écrire, c'est penser avec les mains. Cette habitude réduit aussi l'anxiété. Quand une préoccupation reste dans l'esprit, elle s'étend comme une ombre géante. Mais quand tu l'écris, tu la réduis à sa vraie taille. Tu peux l'analyser, la remettre en question, l'organiser. Tu lui retires son pouvoir. Écrire est un mécanisme naturel de régulation émotionnelle, un qui transforme la confusion interne en clarté. Quelques minutes d'écriture peuvent épargner des heures de soucis pendant la journée. L'écriture matinale réveille aussi ta créativité et ta capacité à résoudre les problèmes. Le cerveau, tout juste réveillé, est dans son état le plus pur, sans filtre logique excessif. C'est le moment parfait pour générer des idées, découvrir des solutions et comprendre ce que tu ne pouvais pas voir clairement hier. Écrire active des zones du cerveau qui ne s'activent pas seulement avec la pensée. Ça te rend plus analytique, plus réfléchi et plus stratégique. Enfin, écrire chaque matin est un acte de discipline. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que ça exige que tu t'arrêtes et que tu t'observes avec honnêteté. Et la plupart fuient cela. Mais tu n'es pas ici pour faire partie de la majorité. Tu es ici pour prendre le contrôle de ta vie, de l'intérieur. Et un esprit écrit est un esprit ordonné.
Un esprit ordonné est un esprit fort. 8. Marche dans la nature au début de la journée. Le corps est comme une antenne. Il capte tout ce qui l'entoure, même ce que tu ne perçois pas consciemment. Et quand tu passes tes premières minutes de la journée enfermé entre 4 murs, coincé devant des écrans ou entouré de bruits artificiels, ton antenne se remplit d'interférences. En revanche, marcher dans la nature est comme ajuster la fréquence et te reconnecter à un silence qui ordonne, une clarté qui nettoie et une énergie qu'aucune ville ne peut te donner. La nature n'est pas un luxe, c'est un rappel d'équilibre dont ton esprit et ton âme ont urgemment besoin. Quand tu marches au début de la journée, ton corps se réveille d'une manière différente. Ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas le stress, ce n'est pas le mouvement mécanique, c'est un rythme naturel qui synchronise ta respiration, ton esprit et ton état émotionnel. La nature a une capacité presque immédiate à réduire tes niveaux de tension, à apaiser les pensées accélérées et à te redonner un sentiment de maîtrise interne. Quelques minutes de marche peuvent faire ce que des heures de motivation ne parviennent pas à faire, parce que l'environnement façonne ton état mental. Le simple acte de marcher génère d'importants changements biologiques. Ton sang circule mieux, ton système nerveux se régule, ta posture s'améliore et tes sens s'activent. La lumière naturelle frappe directement tes yeux, aidant ton horloge interne à s'aligner. Le mouvement constant crée une clarté mentale, parce que quand le corps avance, l'esprit s'ordonne. Marcher ne te déplace pas seulement, il te réinitialise. C'est comme appuyer sur un bouton interne qui élimine l'accumulation émotionnelle, la tension mentale et les pensées répétitives. Marcher dans la nature te permet aussi de penser plus intelligemment. Les idées coulent plus proprement, ta créativité augmente, tes problèmes sont vus sous un angle plus réaliste et ton esprit devient plus stratégique. Les meilleures décisions n'apparaissent pas devant un écran, elles apparaissent quand tu bouges. La nature réduit les distractions et te laisse écouter quelque chose que peu de gens écoutent aujourd'hui, ta propre conscience qui parle sans bruit dessus. Cette habitude renforce également la discipline. Sortir pour marcher implique du mouvement, implique une intention et brise immédiatement la paresse matinale qui se forme lorsque tu restes immobile trop longtemps. Tu n'as pas besoin que ce soit une longue marche, tu as besoin qu'elle soit constante. Parfois, 5 minutes suffisent pour que ton corps comprenne que la journée a commencé et que tu es prêt à l'affronter avec force. La discipline n'est pas une émotion, c'est une action, et marcher est l'une des premières actions qui accélèrent ton identité disciplinée. De plus, marcher dans la nature est un moyen de te rappeler que tu appartiens à quelque chose de plus grand que tes soucis. L'air, les arbres, le ciel, la terre, tous ces éléments te mettent en perspective. Ils te montrent que tes problèmes ne sont pas le centre de l'univers, qu'il y a de la vie au-delà de ton stress, que ce que tu ressens n'est pas permanent et que tu peux respirer même au milieu du chaos. Cette perspective réduit l'anxiété, renforce ta patience et calme l'esprit de manière profonde. Cette habitude a également un impact direct sur ton énergie émotionnelle. Lorsque tu marches, le stress diminue, ton niveau d'irritabilité baisse et ton esprit s'ouvre à des pensées plus positives et stables. Ce n'est pas un optimisme superficiel, c'est une régulation émotionnelle. La nature agit comme un stabilisateur, comme un espace où ton système interne revient à son point d'équilibre naturel. Même si tu traverses une mauvaise passe, marcher à l'extérieur te donne un petit espace de liberté mentale qui peut complètement changer ta